Bonjour à tous, bienvenue à cette troisième capsule informative sur le projet Énergie Saguenay de GNL Québec. Les petites capsules à travers lesquelles j'ai l'occasion de m'entretenir avec nos experts sur les différents enjeux de notre projet. Mon nom est Stéphanie Fortin, je suis directrice des affaires publiques pour GNL Québec et aujourd'hui, on va vraiment démystifier tout le sujet qui concerne la construction, mais surtout les emplois. Restez avec nous, vous allez être surpris. Pour ce faire, j'ai l'occasion d'avoir avec moi M. Denis Rivard, qui est notre gestionnaire principal de projet chez GNL Québec. Bonjour, Denis. Bonjour Stéphanie. Alors, juste avant de commencer, je pense que ça vaut la peine d'introduire et d'expliquer un petit peu d'où tu viens. Denis, tu es originaire d'Arvida. Tu as passé la plus grande partie de ta carrière à l'extérieur du pays, à travailler aux quatre coins du monde sur des grands projets industriels. Le projet d'Énergie Saguenay, c'était une occasion pour toi de revenir chez toi, mais aussi de t'attaquer à un des plus grands défis techniques de ta carrière. Alors, merci de partager ton expertise avec nous aujourd'hui. Ça me fait grand plaisir. Alors, le projet Énergie Saguenay, c'est un grand projet d'investissement. C'est le plus grand projet d'investissement privé de l'histoire du Québec. Évidemment, l'ampleur de la construction va avec. Peux-tu nous parler un petit peu du chantier et en quoi ça va consister exactement? Oui, effectivement. Je vais commencer en disant que du côté de GNL Québec, on utilise les meilleures pratiques de l'industrie en termes de santé-sécurité qui vont s'appliquer tout autant à la construction que dans l'opération future de l'usine. Maintenant, pour donner une idée de l'envergure du projet et du chantier, j'aimerais comparer avec un des grands chantiers qui s'est passé dans les dernières décennies ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je parle de l'aluminerie d'Alma au début des années 2000. Ce chantier était un très gros chantier, puis il y a aussi une pointe de travailleurs qui a atteint les 4800 personnes. Nous, similairement, on va définitivement atteindre aussi un seuil de au moins 4000 personnes, et le chantier va être relativement similaire. Les séquences, en fait, d'un projet à l'autre se ressemblent beaucoup en termes de construction. Donc, on va commencer par, évidemment, avoir un accès au site. Ensuite, on va préparer le, le terrain en tant que tel, on va faire le déboisement, le nivellement. On va préparer l'empreinte de l'usine pour être prête à l'implantation en tant que telle dans les phases subséquentes de construction. C'est au bout du 20e mois, approximativement, qu'on va commencer les fondations. On va avoir les fondations, évidemment, pour tout ce qui concerne l'usine, les réservoirs, les bâtiments aussi qui incluent salle de contrôle en particulier. Une fois que la fondation va être bien avancée, on va y aller avec la séquence d'acier de structure. Ensuite, on va passer aux équipements mécaniques, installation d'équipements mécaniques. On va avoir besoin de grues assez imposantes dans cette période-là. L'ampleur des efforts en mécanique, on parle au moins 20% de toute la construction de l'usine. En parallèle, on va commencer aussi l'installation de la tuyauterie. La plupart de notre tuyauterie va être pour des besoins cryogéniques. Donc, tout va devoir être calorifugé. Puis, on parle en fait au-delà de 250 km de tuyaux installés. Ça représente 35% des efforts de toute la construction du projet. En parallèle aussi, va commencer les installations électriques. On va avoir une sous-station importante à construire. Puis, on va installer ensuite le câblage partout dans l'usine. Donc, on parle de plus de 2000 km de câbles et énormément d'instruments à installer. Donc, puis en plus, on pourrait dire ici que ça va définitivement être le dernier cri en termes d'instrumentation parce qu'on a une usine qui va être connectée de standard industrie 4.0. Donc, vraiment, ça va être vraiment intéressant de participer à la construction d'un projet comme ça. Puis tout ça va se suivre avec les vérifications préopérationnelles et ensuite le démarrage progressif de l'usine autour de fin de la 4e année, début de la 5e année. Donc, on voit que c'est vraiment un chantier, en fait, à l'ampleur, à l'envergure, dans le fond, de la grosseur de notre projet. Écoute, tu as nommé des chiffres, 250 km de tuyaux, 35 000 tonnes d'acier. On voit que c'est vraiment un chantier très important. Tu as évoqué tout à l'heure la comparaison avec le chantier d'Alma 1 qu'on a vu dans la région. Peux-tu nous donner un peu des exemples d'expertise que nous avons ici dans notre région, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, pour faire en sorte, qui font en sorte, dans le fond, que notre région est en mesure de mener à bien le projet Énergie Saguenay? Oui, en fait, c'est une opportunité extraordinaire de pouvoir construire un projet comme Énergie Saguenay dans une région comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Parce que c'est une région qui est familière avec la grande industrie. Il y a beaucoup de services, beaucoup d'expertise qui vont pouvoir mettre l'épaule à la roue pour la construction d'usines. Je vais commencer par le point de vue ressources humaines. Bien, en fait, évidemment, au niveau construction, on va avoir besoin de tous les métiers.
que ce soit du côté civil, en termes de journaliers, finisseurs de ciment, du côté acier de structure, des monteurs d'acier, en architecture, tout ce qui touche les bâtiments, mécanique, installation mécanique, il va y avoir des chaudronniers, on va avoir aussi des tuyauteurs, des soudeurs, des calorifugeurs. Puis ici, j'aimerais même en profiter pour dire un mot concernant les soudeurs. Un exemple, c'est que je vous parlais tout à l'heure de la tuyauterie cryogénique. Ça va demander certaines soudures exotiques qui ne sont peut-être pas nécessairement connues ici. Donc, ça va donner la chance à des soudeurs de se qualifier pour des nouveaux types de soudures ou d'autres types de soudures qui pourront ensuite s'ajouter à leur expertise future. Ensuite, on va avoir évidemment le personnel côté électrique, instrumentation, informatique, parce que bon, la haute technologie va exiger beaucoup de ressources de ce côté-là. Finalement, on va avoir besoin aussi des camionneurs, des opérateurs de machinerie lourde. Tout ce personnel se retrouve dans la région. Maintenant, l'autre point important à mentionner, en plus des ressources humaines, c'est qu'en fait, on a signé une entente avec le CEMAX et le but de ça, c'est d'optimiser vraiment l'utilisation des entreprises régionales. On sait que dans la région, on a des entreprises de construction, on a dans plusieurs disciplines, on a aussi des ateliers de fabrication exceptionnels. Euh, donc, en ce qui concerne les ateliers de fabrication en particulier, on va pouvoir produire des assemblages de tuyauterie, des assemblages mécaniques aussi. Donc, ils vont utiliser à pleine capacité définitivement. Ensuite, il ne faut pas oublier les services indirects. Pour supporter un projet d'une construction de cette envergure, on parle d'alimentation, on parle d'accommodation, différents services de transport, services d'autobus, services de laboratoire pour le contrôle de la qualité, quoi d'autre, santé, sécurité. Donc, il va en avoir pour tout le monde. Puis en fait, on peut dire que la région va certainement être très effervescente durant les 4 ans de la construction et même les premières années de démarrage aussi. Donc, on voit que le projet va avoir des effets à tous les niveaux, qu'il y a plusieurs entreprises qui vont être nécessitées pour le projet. On a pris des engagements aussi, justement, avec le CEMAX pour s'assurer de maximiser les retombées ici. Puis sans vouloir faire de jeu de mots, c'est dans notre ADN, nous, étant des Saguenayens, nous autres mêmes, de s'assurer que toutes ces retombées-là soient ici en région. Denis, tu as vu plusieurs grandes usines à travers tes différents emplois à l'extérieur du pays, que ce soit dans le domaine des alumineries ou dans le domaine minier. Mais récemment, tu as eu l'occasion d'aller visiter l'usine, une des usines les plus à la fine pointe de technologie en termes pour le GNL, donc celle de Freeport au Texas. Peux-tu nous expliquer un petit peu là, en quoi le niveau technologique de notre usine va être nécessaire? Oui, la visite de Freeport a été intéressante. Premièrement, parce que en termes de procédé, c'est la même technique, le même procédé que nous, on utilise, les mêmes capacités. Donc, l'usine est très similaire visuellement à la nôtre. Malgré qu'on a quand même des différences importantes. Dans notre cas, par exemple, on utilise l'hydroélectricité pour faire fonctionner l'usine à 100%. Donc, c'est une différence marquée avec le projet de Freeport. Du point de vue technologique, ils sont vraiment, c'est une usine la plus moderne en termes de production de GNL, mais la technologie date quand même de 5 ans. C'est quand même très récent. Mais dans notre cas, on va aller encore plus loin. On est déjà 5 ans d'avance, plus que quand l'usine va rentrer en opération dans 5 ans, on va pratiquement avoir 10 ans de décalage entre les deux usines. Puis, en fait, ce n'est pas linéaire, c'est exponentiel en termes de technologie. Donc, on va aller vraiment loin. Puis, je suis un adepte de science-fiction, puis je veux dire que là, on s'approche de la réalité. Voilà. Donc, je vais parler ici des salles de contrôle. C'est une des particularités de notre projet. J'aimerais même, peut-être comme intro, salle de contrôle, mentionner que du point de vue ingénierie, on va avoir pratiquement construit l'usine virtuellement. La base de données est gigantesque avec des millions de données. Donc, on va avoir à cette étape-là deux usines, une usine virtuelle et une usine physique. Ce que vous voyez, c'est une salle de contrôle. En fait, c'est un poste de contrôle associé à une unité de liquéfaction. Nous, on va en avoir deux. Donc, dans la salle de contrôle, il va y avoir deux postes comme celui que vous voyez à l'écran. En fait, ce sont des écrans haute définition interactifs. C'est comme un gros jeu vidéo. Et on va en avoir deux, une pour chaque unité de liquéfaction, mais on va en avoir une troisième qui, elle, va être connectée à l'usine virtuelle. Ça va permettre de faire de la formation, ça va permettre de faire de la simulation.
On va même pouvoir prendre des données réelles de l'usine, les télécharger dans l'usine virtuelle et faire pratiquer, par exemple, quelque chose comme le chargement d'un navire, pratiquer les opérateurs avec des données réelles de l'usine. Donc, ça va être vraiment intéressant. C'est vraiment fascinant de constater à quel point la technologie joue un rôle crucial dans des usines comme la nôtre. Et je suis à peu près convaincue que les gens n'avaient pas cette image-là quand ils pensaient à l'usine d'énergie Saguenay. Quand on parle de science-fiction, ça devient pratiquement la réalité là, en ce qui concerne des usines comme la nôtre. Ça concerne aussi les opérateurs qui vont travailler dans l'usine. Peux-tu nous en dire un petit peu plus à ce propos-là? Oui, cette partie-là, en plus, est extrêmement fascinante. Nous allons avoir des opérateurs connectés qui, en fait, vont se déplacer non seulement dans l'usine physique, mais ils vont se déplacer aussi simultanément dans l'usine virtuelle. Ce que vous voyez à l'écran, c'est l'instrument principal de l'opérateur, c'est son casque de sécurité. Mais pour être honnête avec vous, ça va se ressembler plus, ça se compare plus à un casque d'astronaute qu'à un casque de sécurité traditionnel. En fait, le casque est équipé d'un GPS, il est équipé de trois microphones pour permettre d'entendre clairement les instructions verbales qui vont provenir de l'opérateur. Il est équipé d'une caméra qui va permettre aux gens de la salle d'opération de voir exactement ce que l'opérateur voit. Il va y avoir aussi une caméra, il ne paraît pas sur celle-là, mais on va avoir dans notre cas une caméra infrarouge qui va permettre, en inspectant l'usine, de détecter toute variation de température qui sera anormale. Donc, ça va être un autre avantage. Ensuite, le casque est équipé aussi d'un écran virtuel. Dans ce cas-ci, c'est un écran qui est concentré sur un œil. Mais dans notre cas, à nous, dans 5 ans, on va avoir la visière de réalité augmentée complètement dans, dans le visage de l'opérateur. L'avantage de ça, c'est qu'en fait, quand l'opérateur se déplace, l'ordinateur présélectionne dans la base de données les données qui sont environnantes à l'opérateur dans le but d'avoir accès rapidement à l'information de la zone en question. Si l'opérateur regarde une machine devant lui, un équipement devant lui, il peut à ce moment-là verbalement commander une série de menus dans lesquels il va pouvoir demander accès, par exemple, à de l'information technique comme un diagramme. Il va pouvoir vérifier des informations d'opération, d'entretien préventif, même d'assistance en termes d'investigation de déficience. Il va avoir accès à tout ça. La seule chose qu'il n'aura pas accès, c'est Netflix, définitivement. Maintenant, en plus de ça, pour les endroits qui vont être difficiles d'accès pour les opérateurs, on va aussi utiliser des drones qui vont être équipés aussi de capteurs et de caméras infrarouges et qui vont être en complément de nos opérateurs pour surveiller les endroits de façon plus aérienne. Donc, ça va être vraiment intéressant. Et je vous dirais que je serais bien heureux de revenir un jeune ingénieur et de travailler dans une usine comme celle d'Énergie Saguenay. Même si tu n'as pas accès à Netflix? Ah ouais, même ça. C'est une blague. Donc, c'est vraiment intéressant, puis on voit là vraiment à quel point une usine comme la nôtre va vraiment sortir de tout ce qu'on connaît dans la région, mais en même temps, c'est un des meilleurs endroits au monde pour en construire. On a l'expertise, puis l'expertise qu'on n'a pas, ben on va l'importer ici, puis on va devenir vraiment une vitrine technologique sans précédent. Alors, Denis, merci de t'être prêté au jeu avec nous aujourd'hui. Je rappelle que le projet Énergie Saguenay, c'est 250-300 emplois permanent justement sur le site, comme on vient de discuter avec Denis, près de 1100 emplois directs et indirects pendant la phase d'opération. On l'a parlé un petit peu tout à l'heure, 4000 emplois en période de pointe pour la période de construction et 6000 directs et indirects. Alors, c'est vraiment un chantier et un projet qui est majeur pour la relance économique de notre région, mais du Québec. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Surveillez notre page Facebook pour les prochaines capsules à venir. Je vous rappelle que les audiences publiques du BAP se tiendront le 14 septembre prochain et nous aurons l'occasion d'en discuter davantage sur ce sujet qui est passionnant. Si vous avez des questions, je vous invite à le faire via notre page Facebook ou par courriel à info@gnlquebec.com. Alors, merci beaucoup et à la prochaine.